9h36 sur France Info, c'est l'heure de l'invité politique dans la matinale et dans la politique, c'est clair. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine et membre de la commission des finances. Vous avez aussi participé à la commission mixte paritaire qui était censée se mettre d'accord sur le budget entre députés et sénateurs l'année dernière. On verra si cette année il y a une CMP ou pas. Mes premières questions, puisqu'on sait que François Bayrou va demander la confiance le 8 septembre prochain. Est-ce que vous, personnellement, vous allez lui accorder? Oui, bien sûr, je vais voter la confiance. Pourquoi? Pas parce que je suis amoureux de François Bayrou. La question n'est pas là. La question clé aujourd'hui, c'est que la France et les Français ont besoin de stabilité. On peut vouloir telle ou telle chose en politique. Aujourd'hui, ce qui manque au pays, c'est de la stabilité. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas de stabilité dans le pays, bien les entreprises n'investissent pas de carnet de commandes, pas d'embauche, les Français ne consomment pas. Et à l'étranger, en plus, votre voix n'est pas entendue parce qu'on se dit, regardez ceux-là, de toute façon, ils ne sont pas capables de décider. Et enfin, quand vous êtes dans l'instabilité, le prix de votre dette augmente tout simplement parce que vos prêteurs font monter les taux d'intérêt. Donc, la priorité des priorités, quel que soit le futur Premier ministre, c'est qu'il ait en tête que le pays doit retrouver de la stabilité. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche ou de centre, c'est une question de stabilité. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être finalement comptable de la situation économique du pays, comptable des erreurs qui ont pu être faites par le bloc central? Et quelle est l'alternative? L'alternative, c'est le chaos? En disant, finalement, tout va mal, je m'en désintéresse. Je comprends votre question, et c'est une question qui est tout à fait légitime. Après tout, un certain nombre de mes collègues républicains disent nous n'étions pas au pouvoir, nous n'avons pas à être une béquille pour l'ex-majorité présidentielle. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je comprends ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et si nous n'avons pas de majorité, ou plus exactement un bloc qui se dessine à l'Assemblée nationale capable d'apporter la fameuse stabilité dont je parlais il y a l'instant, c'est-à-dire en fait un budget, mais la France va aller très très mal. Donc moi, c'est ça ma priorité. Alors il y a une situation catastrophique. Aujourd'hui, on demande 44 milliards d'euros. Il en faudrait même certainement plus, puisque Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, parle de 100 milliards à l'horizon 2029. Qui est responsable finalement de cette situation? Vous vous sentez comptable, vous aussi? Alors d'abord, sur combien de milliards il faut, parce que les gens ne savent plus. Ce que Moscovici dit n'est pas contradictoire. En fait, des think tanks ont étudié qu'il fallait probablement trouver entre 120 et 150 milliards d'euros, mais pas en un an, éventuellement sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est de baisser la dette. Si vous baissez la dette, en fait, vous redonnez des marges de manœuvre parce que vous payez moins de taux d'intérêt. Un ménage le sait bien, hein, si vous êtes très endetté, tout votre argent passe dans le remboursement de la dette et vous ne pouvez plus rien faire, en particulier pour les services publics. Donc c'est ça la priorité. Qui est responsable de la situation? Qui est responsable? Le dernier budget à l'équilibre, ça a été, je crois, 74. Raymond Barre, ou 79 ou 80. Donc il y a une responsabilité majeure. Mais en fait, toute la classe politique s'est dopée à la dette et a pensé qu'on pouvait payer le quotidien, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires et les retraites, parce que c'est ça, hein, avec de la dette. Donc les solutions, elles sont connues. C'est quoi le principe? C'est qu'il faut dépenser moins, il faut dépenser mieux. Aujourd'hui, on met de l'argent là où on pourrait ne pas le mettre. On pourrait parler de la santé, que je connais un petit peu. Il faut travailler plus. La France est le pays d'Europe. Quand vous additionnez le nombre d'heures travaillées par tous les Français, vous le divisez par le nombre de personnes en âge de travailler, nous sommes le pays qui travaillons le moins. Et puis, il faut simplifier. C'est un pays hyper normé. La norme coûte très cher. Dépensez moins, dépensez mieux, travaillez plus, simplifiez. Dépensez moins, dépensez mieux, travaillez plus. C'est ce que vous retrouvez dans le plan proposé par François Bayrou, ce plan de 44 milliards? Oui, en partie, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est malheureusement plus là. La question va être de dégager une majorité pour adopter un budget. C'est ça la priorité. Si vous n'avez pas de budget, en fait, les choses vont aller très mal parce que, encore une fois, on ne va pas nous prêter de l'argent ou on nous prêtera de l'argent à des taux tellement hauts que ça va ruiner encore un peu plus la France et le pouvoir d'achat des Français va fondre et les services publics ne vont pas fonctionner. Mais vous êtes prêt à voter ce plan budgétaire proposé par François Bayrou sans l'amender? Si, il faudra évidemment l'amender. D'ailleurs, j'ai passé mon été à rédiger une centaine d'amendements. Donc, évidemment, il faut l'amender. Je pense qu'en particulier, il faut... Les 2 jours fériés, vous y souscrivez ou pas? Je pense qu'il faut travailler plus, mais tels qu'ils sont écrits, ils reviennent travailler en plus réalité... pour gagner moins. Ils reviennent en réalité à faire travailler gratuitement les Français. Il faut que les Français travaillent plus, mais il faut évidemment qu'ils soient payés pour ce
qu'ils font. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le vrai sujet, il est arithmétique. Le 8, on risque d'avoir le Premier ministre qui tombe parce qu'il n'a pas de majorité. Et il va falloir que le président de la République, derrière, recrée les conditions de la stabilité. Comment ? En nommant un nouveau Premier ministre, puisque c'est la Constitution qui le demande. C'est ainsi. Et il faudra que ce Premier ministre ait en tête qu'il n'y arrivera pas s'il part au combat sans troupes, c'est-à-dire sans majorité. Donc il va falloir créer une majorité. Et comme vous connaissez... Mais elle existe, cette majorité à l'Assemblée nationale ? Mais il faut la créer. J'ai été député européen pendant une dizaine d'années. Là-bas, il n'y a pas de majorité. Comment fait-on ? Eh bien, humblement, brique après brique, on crée du compromis. On crée des majorités. D'abord, on met autour de la table les gens qui veulent participer à la coalition et on leur demande leur ligne rouge. Et on s'engage mutuellement à ne pas agiter le chiffon rouge de la ligne rouge du petit copain. Quand Gabriel Attal, qui est dans la même coalition que nous, agite le chiffon rouge de la GPA, c'est un chiffon rouge pour nous. C'est en vue 2027 et c'est le candidat à la présidentielle qui parle. Si vous agitez le chiffon rouge de votre copain de coalition, la coalition ne peut pas fonctionner. C'est comme si votre mari déteste telle ou telle activité que vous adorez et que vous lui imposez de faire cette activité tous les week-ends. Il y a un moment, il va vous dire, vous êtes gentil, mais on va faire autre chose. C'est pareil. Ça peut être l'inverse aussi. Absolument. Dans une coalition, vous devez absolument respecter les autres. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il n'y a pas d'autre solution. Il faudra faire une coalition entre tous ceux qui acceptent. Et la coalition, aujourd'hui, pour avoir une majorité, si on veut une majorité, il faut compter. On a cette arithmétique. On va des LR, on va jusqu'aux socialistes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces gens-là ? Il faut qu'on trouve des choses en commun. Moi, je pense que déjà, si on arrive à mettre sur la table la sécurité, comme le fait Retailleau, les services publics, il faut faire fonctionner, je pense en particulier aux médecins. C'est pas possible que les Français n'aient pas chacun un médecin. Et puis baisser le train de vie de l'État. Déjà, si on arrivait à bâtir ça, ces trois choses, en attendant les élections générales qui rebattront les cartes, et puis là, chacun aura son projet de société, ça pourrait fonctionner. Encore une fois... De la droite au PS, parce que, ça veut dire qu'Olivier Faure et Bruno Retailleau, ils peuvent trouver des points d'accord sur ces questions-là ? Mais c'est pas ça, c'est qu'ils peuvent, c'est qu'en fait, on n'a pas de doivent. solution. Vous savez, Raymond Aron disait, en politique, c'est toujours la bataille entre le souhaitable et le possible. Le souhaitable, c'est ce que j'aimerais faire. C'est le projet des Républicains. Tout le projet des Républicains, c'est ça que je veux, moi. Mais le possible, c'est ce qu'on peut faire, ce que les conditions politiques permettent de faire. C'est pas possible de faire tout le projet des Républicains, c'est pas possible de faire tout le projet des socialistes, c'est pas possible de faire tout le projet des macronistes, tout simplement parce que tous ces gens-là n'ont pas la majorité. Donc, qu'est-ce que c'est le possible ? Le possible, c'est de se mettre d'accord sur quelques points et puis d'avancer comme ça. Ce n'est pas glorieux, mais au moins ça apporte de la stabilité. Je me répète, c'est le mot-clé aujourd'hui, que les gens comprennent, c'est ça dont nous avons besoin. Ce nouveau Premier ministre, puisque a priori François Bayrou va tomber, est-ce qu'il doit venir des rangs de la droite ou est-ce que c'est là aussi un chiffon rouge, comme vous dites, évidemment, moi, pour la gauche ? Mais je préférerais qu'il vienne des rangs de la droite, évidemment. Mais d'abord, c'est le président de la République qui le choisit, donc c'est à lui de choisir. Évidemment, je préférerais qu'il vienne de la droite, mais je veux surtout qu'il ait en tête cette difficulté subtile de la construction quotidienne d'un compromis. Ça se fabrique, un compromis. Ça ne se décrète pas. C'est une attitude. C'est la fameuse attitude, l'absence de chiffon rouge, et c'est l'attitude qui consiste à dire mettons-nous d'accord sur ces deux ou trois. C'est pour ça que François Bayrou s'y est pris à l'envers, on pourrait dire, en proposant d'abord la confiance avant de négocier, parce que soi-disant, les oppositions étaient en vacances cet été. Vous étiez en vacances, vous avez rédigé des amendements. Oui, mais on peut être en vacances et travailler. Mais François Bayrou, c'est une personne de grande qualité. La question n'est pas François Bayrou. D'ailleurs, je veux vous dire, dans le monde politique, contrairement à ce qu'on dit, il y a des gens de grande qualité de la droite à la gauche. La question, c'est que nous avons du mal, nous, en France, à accepter l'idée que l'on puisse travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. L'idée de coalition nous est, par nature, culturellement, plus exactement, un peu étrangère, à la différence d'un certain nombre de nos pays voisins. C'est pas idéal, encore une fois. Encore une fois, moi, je préférerais 100% du programme des Républicains. Sauf que les Républicains n'ont pas la majorité absolue. Donc, du coup, il faut qu'on se mette d'accord avec d'autres. Une coalition, il faut se mettre d'accord dans l'intérêt. Si vous avez d'autres solutions, il ne faut pas hésiter à la donner. Du pays, merci. Bruno Retailleau dit, lui, c'est fini le et en même temps, le macronisme, ça va se terminer, c'est le retour de la droite. Ça plaide pas. Il a raison, mais alors justement, ça ne plaide pas du tout pour une coalition. Non, ce que dit Bruno Retailleau est tout à fait vrai. Le pays a une aspiration à l'ordre. Le pays a une aspiration à l'ordre dans la rue, à l'ordre dans les finances publiques, à l'ordre dans les services publics qui dysfonctionnent, à l'ordre à l'école.
Le pays a cette aspiration et je suis tout à fait d'accord avec Bruno Retailleau. Ce que je dis simplement, c'est que les conditions aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais tout le monde peut le regarder, font que quand vous additionnez les groupes politiques pour trouver une majorité, bien malheureusement, je le dis, j'insiste sur le malheureusement, il faut aller des Républicains aux socialistes. Alors, encore une fois, vous allez me dire, mais il n'y a rien de commun entre ces gens. C'est vrai. Il va falloir qu'on crée un petit commun entre eux. Et c'est pour ça que je mets sur la table cette question de sécurité, de services publics, santé, et baisser le train de vie de l'État. Déjà, on pourrait être d'accord sur baisser le train de vie de l'État. Il y a des tas de comités Théodule, de voitures de fonction, de secrétariats qui coûtent une fortune aux Français et dont on peut parfois douter de l'utilité. Déjà, on pourrait se mettre d'accord sur la suppression de toutes ces agences. Là, ça transcende la droite et ça transcende la gauche. Ça serait un signe que nous aspirons tous à la stabilité. Nous sommes dans le brouillard. Moi, je veux que la France sorte du brouillard. Pour qu'elle sorte du brouillard, il faut qu'elle aille vers l'île de la stabilité. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que vous souhaitez que les Républicains restent aux manettes et dans un gouvernement, Parce que l'alternative, c'est quoi? Une coalition. L'alternative, c'est pas de gouvernement. Mais dans ces cas-là, pas de gouvernement. Ça s'appelle la Grèce, ça s'appelle l'Italie des temps mauvais, ça s'appelle la Belgique pendant 2 ans et demi, ça s'appelle le Liban. Pas de gouvernement, c'est ça. Moi, alors, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ils disent que la dissolution serait inéluctable. Est-ce que vous pensez que revenir aux urnes pourrait permettre de dégager une nouvelle majorité? Non, mais en fait, la France est dans un état terrible, économiquement très, très préoccupant. Nous ne sommes pas capables d'avoir un gouvernement. Les Français sont en attente, sont très fatigués de cette classe politique qui ne pense qu'à elle. Et on parle de dissolution. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une dissolution? En fait, vous aurez probablement la même Assemblée nationale, probablement un peu moins gouvernable encore, avec un bloc central qui sera moins capable encore de faire une majorité. Je pense que c'est une idée qui n'apportera rien. Je pense que ça ne résout rien. Voilà. Pourquoi il dit ça, Édouard Philippe? Parce qu'il veut une présidentielle anticipée? Parce qu'il sait qu'une dissolution à nouveau ratée pourrait fragiliser le président de la République? Il faut lui demander, mais il faut lui demander. Je ne sais pas si alors que nous avons une crise sociale et une crise économique majeure, où vraiment, je dis aux Français, l'étranger nous regarde et les gens se demandent s'ils vont continuer à nous prêter. On en est là, on n'est pas loin de la Grèce d'il y a 15 ans. On dit ça va jamais nous arriver. C'est pas tout à fait le même État quand même que la Grèce. C'est pas la même administration. Détrompez-vous. C'est pas la même corruption. Bien entendu, mais détrompez-vous. Aujourd'hui, si les prêteurs décident de ne plus vous prêter, eh bien l'audiovisuel public n'est plus financé. Voilà, mon salaire de médecin hospitalier n'est plus payé. La retraite n'est plus payée. C'est ça la réalité. Il faut ouvrir les yeux. Vous savez, il faut croire ce que l'on voit, mais surtout il faut voir ce que l'on voit. C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ils disent ça? Ils disent probablement parce qu'ils veulent une élection présidentielle. Mais on ne va pas ajouter à cette crise économique et sociale une crise politique. Ajouter du chaos au chaos? Mais de l'instabilité à l'instabilité. Encore une fois, la priorité aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous ayons un gouvernement, c'est-à-dire que nous créions une majorité qui n'existe pas spontanément, sur des bases qui sont certes pas très glorieuses, parce que chacun aimerait appliquer son programme, mais on fait comme on peut. Les Français nous regardent, S'ils se disent qu'ils ne sont pas capables, la classe politique, de se mettre d'accord pour donner à la France un gouvernement qui au moins permette d'avoir un budget, eh bien, il y aura un grand vent où ils mettront tout le monde dehors et parfois, on peut se demander s'ils n'auront pas raison. Il y a cette année blanche qui est proposée dans le budget de François Bayrou. Est-ce que vous y êtes favorable, sachant que ça gèle quand même une partie c'est un outil. Pour que les gens comprennent, l'année blanche, c'est quoi? On dit finalement... on n'a pas compte de l'inflation. Voilà, on a payé les fonctionnaires 100 € l'année dernière, on va leur redonner 100 € cette année. Pourquoi pas? C'est une manière de faire des économies. Évidemment, on perd du pouvoir d'achat. On perd du pouvoir d'achat. Ça fait rentrer pas mal de Français dans l'impôt sur le revenu. En même temps, vous pouvez penser, et l'année blanche, ça concerne aussi les impôts. Donc, en théorie, on n'augmente pas les impôts non plus. Donc, on doit pouvoir s'y retrouver, quoique. Ça rapporte, selon le type d'année blanche, entre 6 et 18 milliards. Pourquoi pas? Mais premièrement, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas 6 à 18 milliards qu'il faut, c'est beaucoup plus. Deuxièmement, vous pouvez le faire une fois. Vous ne le faites pas pendant 2 ou 3 ans, parce qu'il y a un moment où les Français n'y arrivent plus. Et puis surtout, il y a des dépenses que vous ne pouvez pas geler. Par exemple, la dépense liée au remboursement de votre emprunt. Ceux qui nous ont prêté de l'extérieur, les étrangers,
ne vont pas, pour nous faire plaisir, nous dire on prêter va pas gratuitement. augmenter le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt continue à augmenter, ainsi que d'ailleurs que notre participation à l'Union européenne, qui, elle, est fixée par traité et qui va augmenter. L'année blanche, ça gèlerait aussi les pensions des retraités. Oui. On a vu François Bayrou s'en prendre particulièrement aux boomers. Les boomers, c'est aussi un électorat important pour les Républicains. Non, Ça vous gêne, vous, écoutez, je ne suis pas là pour défendre Bayrou. On les monte du doigt. Je ne suis pas là pour défendre Bayrou, mais il ne s'en prend pas à quelqu'un. Bayrou est simplement... Au moins, on peut lui être reconnaissant de cela. Il a fait un diagnostic qui était correct. Le diagnostic, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les retraites sont payées par de l'emprunt. On n'emprunte pas, on ne paie pas les retraites. Les retraites sont payées par l'emprunt. Par définition, l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Donc, par définition, ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui paieront ma retraite. Ouais. Est-ce que c'est juste? Je ne le crois pas. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites aussi pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale et qui pourraient passer par décret, notamment le doublement de la franchise médicale. Vous y êtes favorable? On pourrait passer effectivement de 50 centimes à 1 euro, à 1,50 € ou à 2 € pour certaines boîtes de médicaments. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est pas à la hauteur. Je suis frappé, là, si on parle 2 minutes de médecine. On a une révolution qui est en train de se passer, qui va permettre, grâce à l'utilisation des données médicales, vos données, mes données, de prévoir probablement les maladies que vous allez développer dans les 5 ans, dans les 10 ans. C'est ça la médecine de demain. C'est une médecine qui révolutionne les choses. Par exemple, dans l'hôpital dans lequel je travaille, l'hôpital Pompidou, il y a une équipe qui travaille avec mon service, qui a montré qu'en utilisant vos données médicales sur les 2 dernières années, on arrivait dans 25% des cas à prévoir si oui ou non vous risquiez de faire ce qu'on appelle une mort subite. Vous écrouler avec un arrêt cardiaque. C'est une nouveauté extraordinaire. Si on arrive à identifier ça, on va pouvoir vous donner les traitements qui vont vous permettre d'éviter cette faire la fameuse prévention. Exactement. Et c'est pareil pour le cancer du sein, probablement, et pour le cancer du côlon et le cancer du pancréas, probablement. Donc ce sont c'est ça le vrai sujet. Évidemment d'autres enjeux. Mais bien sûr, plutôt que 50 centimes par boîte de médicaments. Or ça, malheureusement, quand on n'a pas de majorité, on ne sait pas s'en occuper. Merci Philippe Juvin d'avoir été notre invité dans La Politique c'est clair, député LR des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. 9h53, restez bien évidemment avec nous sur France Info.